Monsieur le Président, avant de revenir sur les développements de l'actualité dans votre pays, nous souhaitions vous entendre sur la question du franc CFA. Cette monnaie est commune à 15 États, c'est un héritage de la colonisation. Aujourd'hui, elle fait de plus en plus débat et on écoute un économiste, pour certains, elle est un frein au développement. Le franc CFA profite à l'élite franco-africaine, les grands groupes français qui sont installés en Afrique parce qu'ils peuvent faire des bénéfices, les rapatrier sans problème. Et puis, cette élite africaine qui peut s'offrir des appartements à Paris parce que le CFA, c'est la garantie de convertibilité avec l'euro et puis c'est la liberté de circulation des capitaux. Et donc, les populations africaines qui sont rurales, à 70%, ne bénéficient pas de cette monnaie. Quand vous sortez de nos capitales africaines, vous avez l'impression d'être dans des économies sans monnaie. Vous avez l'impression qu'il n'y a que du troc. Vous ne trouvez pas d'argent. Monsieur le Président, alors est-ce que, quand l'on entend cet expert, est-ce que les États africains, dont le Burkina Faso, ne devraient pas rompre avec le franc CFA? Vous savez, la question de la monnaie est une question qui est sensible, d'une part, mais je voudrais simplement dire deux choses. La première des choses, c'est que nous devons discuter du franc CFA en quittant le chemin de la rhétorique classique. Le second aspect... La rhétorique classique, c'est-à-dire la rhétorique qui fait que c'est un débat de type politique. C'est-à-dire lié à la colonisation? Non, de type politique. Type politique. C'est-à-dire que nous disons, parce que quand je parle d'héroïque, c'est pour dire que depuis 1960, lorsque les États africains ont acquis l'indépendance politique, le débat sur l'indépendance économique s'est posé depuis cette époque-là. Donc je dois dire que le débat sur l'indépendance économique et la monnaie, ce n'est pas des débats qui sont nouveaux. Mais il faut qu'on avance. Pour avancer, il faut que nous ayons l'analyse qui consiste à dire que nous ne pouvons pas aller chaque pays africain indépendamment à une monnaie. Pourquoi? Nous devons travailler, non, parce que la base économique ne permettra pas de sous-tendre véritablement la qualité de cette monnaie. C'est pour cela qu'au niveau de la CEDEAO, nous avons déjà engagé un processus de mettre en place une monnaie de la CEDEAO. Ce processus est en cours, nous y réfléchissons, nous y travaillons. Ce que je voudrais dire, c'est qu'une monnaie, qu'elle soit africaine, coupée de l'euro ou pas, a besoin de mener des opérations internationales, d'une manière ou d'une autre. Donc, réduire l'argument au fait que ça profite simplement à l'élite parce que ça permet d'acheter des appartements, ça permet aux élites de dépenser, c'est une manière restrictive. C'est pourquoi je dis que c'est un peu de la rhétorique, parce que finalement, est-ce que ceux qui ont leur monnaie aujourd'hui nationale n'ont pas des appartements ailleurs? Ce n'est pas ça la raison. Monsieur je pense que la raison... Oui. Que pensez-vous de cet argument selon lequel le CFA, en fait, c'est le bouclier de stabilité pour les économies africaines? Est-ce que c'est un argument que vous retenez? Non, c'est un argument qui a été retenu, je dirais, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, mais je pense que nous pouvons tout à fait, et il appartient aux Africains de décider, de changer les règles du jeu. Moderniser le système. Voilà, nous pourrons changer les règles du jeu et je dois vous assurer qu'en tout cas, au niveau de la CEDEAO, nous avançons et je pense que nous pourrions en tout cas travailler à ce que nous ayons une monnaie de notre sous-région. Monsieur le Président, quand vous dites que la CEDEAO travaille à fabriquer sa monnaie pour la sous-région, est-ce que ça signifie qu'il y aurait deux monnaies ou alors on travaille à une monnaie commune qui ne serait plus rattachée au Trésor français, comme c'est le cas aujourd'hui, puisque aujourd'hui la Banque de France a une voix quasiment prépondérante dans la gestion du franc CFA? Techniquement, je veux dire, tout est possible. Nous pouvons effectivement avoir notre monnaie sans être liés forcément à la France. Ça, c'est possible. Donc, c'est pourquoi je dis nous avons intérêt un peu plus à nous concentrer sur les questions techniques, les questions économiques de la mise en place, de la réflexion sur la mise en place de notre monnaie, que simplement d'aller sur le fait que c'est une monnaie coloniale, l'Afrique doit être indépendante. Ça, c'est ce que j'appelle la rhétorique, parce que ça fait longtemps qu'on entend ça, il faut qu'on avance. Et c'est pourquoi je dis, l'Afrique, c'est le même problème. Nous sentons que si l'Afrique était unie, nous représentions une meilleure force. Mais aujourd'hui,
Malheureusement, bien que l'OUA, l'Union africaine, ait été mise en place, on constate toujours que c'est les questions politiques qui sont les plus dérangeantes sur la nécessité de pouvoir renforcer la capacité du point de vue économique de l'Afrique pour faire face, je dirais, et occuper notre place dans le monde, dans le commerce mondial et dans l'économie mondiale. Est-ce que vous réfléchissez alors à la création de cette monnaie nationale? Est-ce que vous avez déjà entamé des travaux sur cette question ou pour vous ce n'est pas une urgence? Non, mais je vous ai dit que c'est une urgence pour nous puisque la CEDEAO est déjà très avancée, les banques centrales y travaillent et je pense que, en tout cas, très prochainement, nous pourrons créer notre monnaie, c'est possible. Est-ce que vous attribuez la faiblesse des échanges interrégionaux à ce problème monétaire ou est-ce que ce problème de la faiblesse des échanges est tout autre? Le problème des échanges n'est pas forcément lié aux questions monétaires parce que il y a d'abord toutes les questions d'infrastructures routières, de transport pour pouvoir évacuer nos produits. Vous savez très bien que ne serait-ce déjà que les vols aériens pour aller en Afrique dans certains pays, on est obligé de passer par Paris, ce qui est aberrant, c'est ça les réalités. Et si nous avions, et c'est pour cela que la réflexion se mène sur la nécessité de renforcer les structures ferroviaires en Afrique pour permettre de transporter beaucoup plus de produits et de pouvoir faire des échanges je dirais, pays qui sont plus importants. Et ça, c'est quand même, c'est plutôt les problèmes d'infrastructure qui sont les plus importants. C'est prioritaire. Voilà, ça c'est important. Monsieur le Président, poursuivons cet entretien. Dans 3 semaines, le président français Emmanuel Macron entamera un voyage sur le continent africain. Vous serez la première étape du président français. Il n'y en a pas eu de visite au Burkina Faso depuis 31 ans d'un président français. Et à l'université de Ouagadougou, il devrait prononcer un grand discours sur sa conception des relations entre la France et les pays africains. Pour vous, Monsieur le Président, est-ce que ces relations doivent évoluer? Est-ce qu'une page doit se tourner? Je pense qu'une page déjà se tourne, parce que du point de vue, en tout cas des premières impressions qu'on a eues de la politique que veut mener le président Macron, je pense que tout ce qui est France-Afrique, etc., il a décidé également de ne pas se mettre dans ces types d'activités. Donc nous devons avoir aujourd'hui des rapports d'égalité, des rapports d'intérêt réciproque entre nos différents pays et de respect mutuel. Je pense que cela est important et je voudrais dire que pour nous, nous l'écouterons à son arrivée sur sa vision de l'Afrique, de la jeunesse, etc. Et cela nous permettra de nous conforter ou pas sur sa vision. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas une sorte de continuité, cette façon pour un président français de venir s'adresser ici au Burkina Faso, mais aux Africains dans leur ensemble? Certains critiquent, par exemple, la conception même d'un sommet France-Afrique. Là, c'est un discours France-Afrique, encore une fois. Non, ce n'est pas un discours France-Afrique parce que je pense que le panel auquel il s'adresse, ce n'est pas un panel de chefs d'État. C'est un panel qui concerne la jeunesse burkinabé dans son ensemble, universitaire et non universitaire. Et je pense également, et c'est la possibilité pour ces jeunes de pouvoir poser quelques questions pour mieux comprendre également ce que la France attend apporter comme renouveau dans ses relations avec l'Afrique. Puisque c'est le point de rupture aussi que les gens attendent. Et je crois que le premier sentiment, je dis bien, que j'ai, c'est que le président Macron est engagé à ce que véritablement il puisse avoir une sorte de rupture dans les relations classiques qui existent entre l'Afrique et Monsieur le Président, justement, quand le président Macron dit au G20 à Hambourg, ça ne sert à rien de déverser des aides en Afrique et notamment au Sahel, lorsque les femmes continuent à avoir 6 à 8 enfants, il y a un vrai problème culturel. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un renouvellement, une rupture avec le discours français sur l'Afrique? Je pense que le président Alpha Condé lui a donné la réplique à cette époque d'ailleurs sur cette sortie malheureuse, que je considère comme malheureuse, et que pour l'instant, je mets, je dirais, au compte, je dirais, des erreurs nouvelles quand on arrive, je dirais, à une position donnée. Et nous verrons donc, lorsqu'il sera à Ouagadougou, si nous sommes sur la même tendance. À ce moment-là, ce sera une vision
totalement erronée et que nous allons également remettre en cause, ça c'est clair. Et les Africains ne sont pas d'accord sur cette façon de voir les choses. Autant des efforts doivent être faits sur la démographie, autant il ne faut pas poser les problèmes sur le plan culturel, etc. Je pense que c'est une erreur. Pour vous, c'était une erreur. Mais il vous semble qu'il est bien conseillé sur l'Afrique. Il a autour de lui maintenant un nouvel aéropage de conseillers. Il a fabriqué un conseil présidentiel pour l'Afrique avec des gens qui ne sont pas des diplomates, qui sont des gens de la sphère privée, des chercheurs, des chefs d'entreprise, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cet organe de conseil ? Bon, vous savez, c'est un organe nouvellement mis qui n'a pas encore fait ses preuves, donc il m'est difficile de donner une appréciation. Je sais simplement que des compétences ont été choisies et certains que j'ai rencontrés m'ont dit qu'ils ne savent pas pourquoi on les a choisis, parce qu'évidemment, ils y sont, on les a proposés. Mais il est clair pour eux que si la vision n'est pas conforme à une nouvelle conception des rapports entre l'Afrique, c'est pour mener le même train-train, et serait appelé à démissionner de cette structure. Donc attendons de voir, et à ce moment je pourrais vous donner mon appréciation sur le rôle de cette structure. On sait déjà, petite indiscrétion, Monsieur le Président, que cette structure travaille beaucoup avec le Président sur l'élaboration du discours qu'il prononcera à l'université. J'espère, parce que je voulais dire simplement que ce qui est sûr, c'est que le président Macron vient avec une nouvelle équipe. Ce n'est pas toujours évident que les gens aient une bonne connaissance de ce qui se passe en Afrique, de toute façon. Donc, c'est pourquoi je pense qu'il peut y avoir des écueils par-ci, par-là, dans la manière de finaliser et d'avoir la vision sur la réalité de l'Afrique. Je crois que c'est important. Restons sur les liens entre la France et le Burkina Faso, Monsieur le Président. Il y a quelques jours, François Compaoré, le frère de l'ancien président, a été arrêté à Paris à sa descente de l'avion à Roissy, puis il a été remis en liberté conditionnelle. Aujourd'hui, il est sous contrôle judiciaire avant l'examen d'une éventuelle extradition. Alors, il est poursuivi dans le cadre d'une enquête sur le meurtre d'un journaliste d'investigation, Norbert Zongo. Ça remonte à 1998. Alors, on sait qu'en 2014, la France, au moment de l'insurrection, avait exfiltré François Compaoré avec son frère, l'ancien président. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, vous, sur cette extradition qui est demandée de François Compaoré? Je sais que c'est une affaire de justice, mais est-ce que vous pouvez peser sur ce dossier? Est-ce que vous voulez peser? Non, je dirais que difficilement je peux peser sur le dossier puisque c'est une question de justice, mais en tout état de cause, pour ma part, je considère que c'est déjà une grande victoire que le mandat d'arrêt ait connu son exécution sur le sol français. Le second aspect, c'est que, évidemment, nous avons renvoyé dès le lendemain la demande d'extradition qui a été portée donc au ministère des Affaires étrangères. Et comme vous savez, une longue procédure va s'engager maintenant entre l'État burkinabé et François Compaoré et ses avocats. Ce qui est sûr pour nous et pour le peuple burkinabé, le souhait est que, en fin de fin, le tribunal puisse extrader François Compaoré au Burkina Faso pour qu'il vienne répondre de ce qui lui est reproché. Il faut que la justice Parce passe. que nous avons tout Burkinabé que nous sommes, nous avons un devoir de redevabilité et nous devons répondre de nos actes devant la justice burkinabé. Je pense que ça me semble très important. Monsieur le Président, il y a peut-être un obstacle qui est le fait que la France, qui a aboli la peine de mort, en principe n'extrade pas vers des pays dans lesquels la peine de mort est toujours en vigueur. Est-ce que ce pourrait être un obstacle au retour de François Compaoré au Burkina Faso? Je voudrais dire que vous pouvez regarder dans l'histoire du Burkina Faso, il y a déjà plus d'une vingtaine d'années que personne n'a été exécuté. Et au Burkina Faso, je dirais de suite d'un jugement. Deuxièmement, nous sommes signataires du moratoire sur la peine de mort. Et je voudrais également dire simplement que, pour ma part, ça ne devrait pas être un grand obstacle. Et nous travaillons également à voir un peu comment
au niveau de nos avocats également, ils pourront défendre notre cause en la matière. Donc je voulais simplement vous rassurer que la peine de mort, même si elle est dans nos textes, n'est pas appliquée au Burkina Faso. Et ça a été toujours notre position, bien que les discussions de la nouvelle commission constitutionnelle peuvent amener des progressions dans ce domaine-là. Monsieur le Président, est-ce que vous n'êtes pas dans une situation un peu compliquée, ayant eu des responsabilités sous l'Ancien Régime, des hautes responsabilités, ministre, président de l'Assemblée nationale, et aujourd'hui incarnant le renouveau et la volonté de justice, comment vous pouvez être à la fois comptable du passé et l'incarnation d'une rupture avec ce passé? Je dois quand même préciser que les délits sur lesquels, les crimes sur lesquels ils sont poursuivis, c'est quand même des crimes de sang. D'un côté, vous avez François Compaoré qui est poursuivi dans l'affaire Norbert Zongo. De l'autre côté, vous avez Blaise Compaoré qui est poursuivi également dans l'affaire Thomas Sankara. Et je pense que de ce point de vue-là, en tant que citoyen, j'ai assumé mes responsabilités, aussi bien au niveau gouvernemental qu'au niveau législatif. Mais comme j'ai dit, comme tous les autres, si j'ai des casseroles quelque part, je répondrai également devant la justice. Mais je ne cesserai pas à me soustraire de la justice en quittant le pays. Et c'est ça, je dis, c'est le code d'honneur que chaque responsable de ce pays doit avoir. Est-ce que vous avez aussi un espoir, Monsieur le Président, que Blaise Compaoré revienne au pays à un moment ou à un autre? Bon, il a obtenu la nationalité ivoirienne. Est-ce que vous essayez de peser également auprès des autorités ivoiriennes afin qu'il rentre au pays, confronter la justice? De toute façon, je trouve que déjà pour un président qui, après avoir géré 27 ans un pays, change de nationalité pour se soustraire à la justice de son pays, c'est vraiment pas à son honneur. Deuxièmement, je dis également que tout chef d'État qui est appelé devant la justice doit y répondre. Et c'est pour cela que lorsqu'on nous dit Blaise Compaoré peut rentrer, elle va rentrer, nous disons il peut rentrer, il vient se présenter à la justice, comme certains, notamment le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw qui était à Abidjan, est rentré pour se soumettre donc à la Haute Cour de justice qui les avait donc convoqués pour justement tout l'ensemble du dernier gouvernement. Il est rentré, il est parti, il subit, donc il répond devant la justice, c'est tout. Est-ce que de là où il peut encore nuire à votre pouvoir par ces réseaux? En termes de nuisibilité, c'est déjà fait. Donc je peux vous assurer, c'est pour dire que les éléments et les informations montrent bien toujours un certain nombre d'implications sur, en tout cas, un certain nombre de situations que nous vivons aujourd'hui. Alors, Monsieur le Président, vous parlez de Blaise Compaoré, des soupçons de son implication dans l'assassinat de Thomas Sankara, hein, le président. Si vous voulez bien, nous allons revenir sur Thomas Sankara maintenant et regarder et écouter ce petit document sur ce chef d'État très jeune qui a été assassiné et qui est devenu une icône révolutionnaire. Sa politique vise à rendre au pays, alors l'un des plus pauvres du monde, la dignité et l'espoir. Le capitaine et ses hommes montrent l'exemple, travailler, construire. Dans le domaine de la santé d'abord avec des dispensaires, des maternités. Son opération Vaccination Commando va permettre à 2 millions de Burkinabés d'être protégés de maladies ravageuses à l'époque. Une population secourue et mise à contribution. En vous mettant à la tâche, vous avez décidé de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de transformer la réalité. Une nouvelle réalité où chacun est responsable, où les femmes désormais prennent leur place. L'émancipation de la femme passe notamment par le coton, une des richesses du Burkina. Il faut produire et consommer local, dit Sankara. La révolution et la liberté passent par le travail. Projet ferroviaire, grand barrage. C'est aussi une révolution administrative. Chasse à la corruption, modestie du pouvoir. Sankara poursuit les corrompus, les tribunaux populaires font leur effet, jusqu'à parfois condamner des innocents, pas assez révolutionnaires. Quand un journaliste se demande quelle est la plus grande victoire de la Révolution, il dit que ce n'est pas les routes qu'on a construites, les écoles, les dispensaires, les barrages, tout ça vous pouvez oublier. Le plus important,
c'est qu'on a donné confiance, c'est que le peuple burkinabé a pris confiance en lui-même. Et il peut devenir maître de son destin. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Monsieur le Président, donc, Thomas Sankara a été assassiné en 1987, cela fait exactement 30 ans. Au-delà du soupçon autour de Blaise Compaoré, un juge vient de demander à Paris la levée du secret défense afin de déterminer le rôle éventuel de la France. C'est important pour vous que Paris lève le secret défense sur cette... Je pense que ce serait une bonne chose, ce serait une preuve de bonne foi, quant à la manifestation de la vérité en tout cas. Mais quelle est votre conviction intime? Parce que vous avez suivi Blaise Compaoré quand il est arrivé au pouvoir. Vous êtes devenu un de ses ministres très rapidement. Donc vous avez peut-être une perception vous-même du rôle que la France a pu jouer. Je préfère que nous laissions la justice régler ces questions parce que les impressions individuelles sont toujours sujets à caution. Donc les choses sont en cours. Je pense que le dossier évolue. Il y a eu des inculpations qui ont été faites au nombre de 17. Et je pense que c'est un dossier qui va connaître aussi très rapidement un dénouement. Monsieur le Président, est-ce que politiquement, vous vous considérez comme l'héritier de Thomas Sankara? Est-ce que vous avez l'impression d'appliquer son programme ou finalement on a quand même un peu transigé le CFA, les bailleurs internationaux, etc. Non, je pense que loin de moi, l'idée de pouvoir être l'héritier de cette grande légende du Burkina Faso qui a, comme je l'ai dit, réhabilité l'honneur du peuple burkinabé, qui est, comme on l'a souligné tout à l'heure, un peu pays le plus pauvre du monde, qui également a permis de restaurer la dignité, l'ardeur au travail, même si on doit considérer que 27 ans après, ces valeurs-là ont connu au fur et à mesure une faiblesse qu'il faut réveiller. C'est vrai, il faut travailler à mettre le peuple au travail, que chaque Burkinabé sache que c'est lui-même qui contribue au développement du Burkina. C'est ça qui est le fondamental. Et malheureusement, aujourd'hui, on s'occupe beaucoup plus d'intérêts particuliers que d'intérêts collectifs. Et ça, c'est quand même un des défauts sur lesquels il faut continuer à travailler pour que l'ensemble des Burkinabés, que ce soit ceux qui sont nantis, ceux qui sont les plus pauvres, travaillent ensemble dans le développement du Burkina Faso. Comment vous expliquez, Monsieur le Président, que Thomas Sankara garde une telle empreinte parmi la population burkinabèse? Est-ce que c'est aussi peut-être une forme de défiance par rapport aux élites d'aujourd'hui? Non, je pense que Thomas Sankara, comme je le pense, sa pensée va traverser des âges, parce que c'est normal. Il a défendu des causes qui sont tout à fait justes, dans un contexte difficile pour lui, certainement. Et je crois que tous les débats que nous avons autour de l'indépendance économique de l'Afrique, autour de la nécessité que l'Afrique se solidifie, ce sont des points de vue qu'il a développés, comme ses prédécesseurs, les Kwame Nkrumah, les Lumumba, etc. Donc, Thomas Sankara, c'est l'icône de la génération actuelle, et donc c'est tout à fait normal. Nous arrivons au terme de cette émission, Monsieur le Président. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, à celles de Sophie Malibaud de RFI et de Christophe Fayad du journal Le Monde. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International.